Le 7 septembre 1996, 14 coups de feu retentissent sur une route de Las Vegas visant une BMW noire. Dans celle-ci se trouve Tupac Shakur, une étoile montante du rap qui sera touchée mortellement par 4 de ses balles. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas vraiment de Tupac dont nous allons parler, mais plutôt de l'homme qui se trouvait avec lui dans la voiture, Suge Knight. Suge Knight est à ce moment l'un des hommes les plus influents dans le monde du rap. Il est à la tête d'un des labels, si ce n'est du label le plus important de la décennie, Death Row Records. Death Row Records, c'est le label qui a permis la publication de The Chronic, l'album légendaire de Dr. Dre, de Doggy Style, l'album légendaire de Snoop Dogg, c'est le label de Tupac, mais en dehors de ça, Death Row, c'est un label qui, à son apogée, générait plus de 100 millions de dollars par an, et c'est un label qui aurait pu devenir l'un des plus gros labels du monde. Mais pour en arriver là, Suge Knight a utilisé des méthodes qui lui ont valu le surnom de l'homme le plus redouté du hip-hop. I check into a hotel in LA. I walk in the room and I look in there and Suge's already in the room with about 5 other guys. Mais tout a fini par s'effondrer. Et aujourd'hui, Suge est en prison pour 28 ans. Mais alors, qui est Suge Knight? Qu'est-ce qui lui a valu le surnom de l'homme le plus redouté du hip-hop? Mais surtout, comment a-t-il construit un empire qui va marquer le rap à jamais? Et enfin, comment tout cela s'est effondré? C'est ce que je vous propose d'essayer de découvrir dans cette vidéo. Suge Knight est un footballeur et au départ, il n'a pas de lien direct avec la musique. Après un cursus à l'université du Nevada, il intègre une équipe professionnelle, les Los Angeles Rams, avec lesquels il livre ses premiers matchs pro. Et il faut dire que Suge a la carrure d'un footballeur américain. 1m88, plus de 100 kg, c'est quelqu'un de musclé, bref, un bon profil pour un défenseur, poste que justement il occupe. Sauf que s'il a la carrure parfaite pour cette place, il a aussi la carrure parfaite pour être garde du corps. Et c'est ce qu'il va devenir. En 1986, après avoir déjà occupé quelques postes en sécurité dans des lieux musicaux, comme des salles de concert, il devient le garde du corps à temps plein de Bobby Brown. Et ça va changer sa vie, puisqu'il va entendre énormément de choses sur l'industrie musicale. J'ai entendu des gens se plaindre. J'ai vu des artistes, des mecs qui voulaient devenir artistes. J'ai entendu parler musique. Moi, j'écoutais. À force d'écouter toutes les personnes de l'industrie qu'il côtoie, il comprend qu'il y a une opportunité à saisir. Et son intuition va être confortée 4 ans plus tard lorsqu'il rencontre un certain Dr. Dre. À l'époque, Dr. Dre, c'est l'un des membres de NWA, un des groupes les plus influents de l'époque. Sauf que, justement, Dr. Dre a un problème. Il est signé dans un label avec NWA, label du nom de Ruthless Records, fondé en partie par Eazy, un autre membre du groupe. Mais Dr. Dre, il a l'impression d'être vraiment sous-payé. Alors, Suge, qui comprend qu'il y a une opportunité business à saisir, propose à Dre de le libérer de ses contrats pour qu'ils fondent un label ensemble. Dr. Dre accepte, mais Suge, il les connaît pas, les mecs de Ruthless Records. Alors, quel est son plan pour libérer son nouveau partenaire de ses contrats, les menacer, physiquement, directement? Suge tried to destroy my record company with the help of others. Accompagné de plusieurs autres gars et de battes de baseball, il se rend dans les bureaux de Ruthless Records et menace l'équipe de Ruthless. Soit vous signez les papiers pour libérer Dr. Dre de son contrat, soit regardez bien les battes de baseball. Dr. Dre est donc enfin libre. Mais pendant ce temps, il y a un autre problème. Monter un label, ça coûte de l'argent. Et Suge, à l'époque, il ne peut pas le fonder tout seul. Alors, il va trouver 2 solutions. Déjà, il va suspendre un mec d'un balcon. Alors, en réalité, c'est pas vraiment ça l'histoire. À l'époque, un ami de Suge, Mario Chocolate Johnson, a affirmé avoir écrit des parties d'un énorme tube de rap de l'époque, Ice Ice Baby, un morceau sorti par Vanilla Ice. Problème, selon lui, il n'a pas reçu de compensation financière. C'est pas normal. Et donc Suge, toujours accompagné d'autres gars, se rend dans la chambre d'hôtel de Vanilla Ice et Suge l'amène sur le balcon. Il ne l'a pas suspendu, ni même poussé, malgré ce que raconte la légende. En réalité, il a juste fait comprendre à Vanilla Ice qu'il fallait mieux qu'il signe, c'est juste qu'il est assez impressionnant physiquement, et qu'il est toujours prêt à passer à l'action si on refuse ses demandes. Dans tous les cas, Vanilla Ice n'a pas l'air de lui en tenir rigueur, à moins qu'il ait juste peur. Évidemment. And then I saw the Chronic record pop up and Tupac and all this, and I knew the funding came from my record. So I'm happy to invest in that.
even with no return. Ainsi, grâce aux royalties de Vanilla Ice, Suge récolte plusieurs centaines de milliers de dollars. Mais c'est pas encore assez. Ce qu'il faudrait à Suge, ce serait en fait un autre associé que Dr. Dre. Et il va le trouver, en la personne de Michael Harris, un dealer de drogue. Mais pas n'importe quel dealer, un dealer multimillionnaire, qui, à l'époque, est en prison. Ça ressemble à un film, ce n'est pas un film. Suge et Michael s'associent depuis la prison, Michael met 1,5 million de dollars sur la table, et lui, Suge, Dre, ainsi que 2 autres fondateurs, créent Death Row Records. Et à l'époque, malgré l'argent investi, il n'y a aucune certitude que ça va fonctionner pour eux. D'ailleurs, ça commence plutôt mal. Le premier album solo de Dr. Dre est prêt, mais il leur faut un distributeur. Il leur faut s'allier avec un autre label capable d'assurer la distribution du disque. Et ils vont trouver ce label, mais il est au bord de la faillite. Et ce n'est autre qu'Interscope. À l'époque, Interscope, qui aujourd'hui travaille avec Billie Eilish, Imagine Dragon, Lady Gaga, bref, des immenses stars, à l'époque, ils en mènent pas large. Cependant, Jimmy Iovine, alors directeur d'Interscope, voit l'opportunité inespérée. Suge a l'air d'être un excellent businessman, Dr. Dre sort de NWA qui est vraiment ultra connu à l'époque, et ils sont accompagnés d'un excellent avocat pour toutes leurs affaires juridiques, David Kenner. De toute façon, pour eux, c'est qui tout double. Alors Jimmy Iovine accepte et Interscope s'associe avec Death Row. Tout est prêt. L'album de Dr. Dre peut enfin sortir. Et cet album, c'est The Chronic, et c'est un classique. À l'époque déjà, il fonctionne extrêmement bien. Et c'est le début du succès de Death Row. S'ensuit l'année suivante l'album de Snoop Dogg, Doggy Style, qui lance la carrière de Snoop Dogg et qui rencontre un succès fulgurant déjà à l'époque. Là, ça va vraiment bien. L'argent coule à flot, ce qu'il y a encore quelques années n'était pas le cas. Et puis 2 des membres du label, Dre et Snoop Dogg, sont en train de devenir des stars ou de confirmer, dans le cas de Dre, que ce sont des stars. Mais il y a aussi Suge. Et Suge, malgré l'immense succès de son label, n'a pas laissé de côté ni la violence ni l'intimidation. Au contraire, déjà, il réserve un traitement bien particulier aux artistes et aux employés qui font des erreurs. Suge says, take off all your clothes. He says, man, I'm not taking off my clothes. So Suge shoots a bullet by his ear. Mais en plus de ça, il s'est lié à des histoires de gangs. Alors qu'à la base, même s'il vivait à Compton, qui est une ville plutôt bloods, il n'était pas officiellement un membre du gang. Mais avide de pouvoir, il va s'en mêler et plusieurs meurtres seront commis par des membres affiliés à Death Row. Vous comprenez sûrement un peu mieux d'où vient le surnom de Suge. Sa particularité, c'est vraiment qu'il veut toujours plus de pouvoir et personne ne doit lui résister. Et évidemment, surtout pas ses pires ennemis. Et un de ses pires ennemis n'est autre que Diddy. Dans toute cette histoire, il y a un fait très important qu'on a mis de côté jusqu'ici, c'est la guerre entre côte Est et côte Ouest. La rivalité entre les deux existe implicitement depuis le début des années 80, mais elle explose réellement au début des années 90, quand des MC commencent à faire des morceaux clashant l'autre camp, avec des titres comme Fuck Compton, faisant référence à la ville de Compton, d'où venaient énormément de rappeurs de l'Ouest, dont Dre, les membres de NWA et aussi Suge. Mais cette guerre va se cristalliser justement avec 2 labels. Death Row Records, le label de Suge à l'ouest, et Bad Boys Records, le label de Diddy, à l'époque Puff Daddy, à l'est. Et Suge n'a pas l'intention de calmer le jeu entre les 2 clans. On est le 3 août 1995 à la cérémonie des Source Awards à New York, lorsque Suge remporte un prix et prononce ce discours. Don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record. Come to Death Row. Même s'il ne cite pas son nom, la personne visée, il n'y a aucun doute, c'est Puff Daddy. Et à l'époque, celui qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Diddy, il est bien évidemment en guerre avec son label contre la côte ouest, mais il n'est pas très à l'aise dans la situation. Et pourquoi, entre autres, n'est-il pas à l'aise dans cette situation ? Eh bien, ah oui, je vous ai pas dit. En 1994, Tupac, qui est donc du côté de Suge et de la côte ouest, s'est fait tirer dessus en studio. Si ça n'a pas été mortel, il a accusé le label Bad Boy Records, celui de Diddy donc, d'être responsable de cette fusillade. Et c'est quelque chose que Diddy
Diddy a toujours nié avec vigueur. Il a même été voir Tupac en prison pour lui dire que c'était pas eux et qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Bon, c'est pas la seule raison, mais Diddy là, il est pas bien avec le discours de Suge. Alors, il va faire un truc qui peut paraître surprenant au vu du personnage, il va calmer le jeu publiquement lors de cette même cérémonie. I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row and Suge Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs to stop. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Et les tensions ne vont faire qu'escalader. Et pendant ce temps, Suge poursuit un objectif, qui est une réelle obsession pour lui et qui est sur le point d'aboutir. Tupac à l'époque, c'est une star en devenir. Il est déjà connu dans le monde du rap et il est signé chez Interscope. Sauf que tout s'est effondré pour lui en 1994. Il est accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme de 21 ans dans un hôtel. Il niera absolument toujours les accusations, mais se retrouvera en prison. Mais ce n'est pas le pire pour lui, parce que même si Interscope l'a soutenu jusqu'ici, alors qu'il avait déjà eu des problèmes avec la justice, cette fois, il n'est plus question qu'il travaille avec lui. En gros, c'est un artiste qui va se retrouver au placard quand il sortira de prison et de toute façon, il est condamné pour 1 à 4 ans, il est en train de perdre toutes ses chances de devenir une star. Et ça rend Tupac fou. Mais ce qui fait le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Suge y voit une opportunité inespérée. Tupac est libérable sous caution, mais elle est beaucoup trop élevée pour que lui ou quelqu'un de son entourage puisse la payer. Elle s'élève à plus d'1 million de dollars. Sauf que Suge, lui, peut se permettre de sortir 1 million de dollars. Alors il se rend à la prison et lui propose un deal. Je te sors de prison, je paye ta caution et tu deviens un artiste Death Row. Il n'y aura pas de problème de contrat puisque de toute façon Tupac est déjà chez Interscope. En fait, c'est juste un transfert et Interscope est OK avec ça. Tupac accepte et sort en septembre 1995. La première chose qu'il fait en sortant de prison, c'est se rendre chez Death Row et poser All Eyes on Me. Sauf que là, il est confronté à un autre problème. Certes, il est déjà connu et il est très fort, mais il n'a aucune certitude que son album va marcher. Et là, il a la pression. Parce que Suge, déjà, il a mis 1 milliard de dollars dans sa caution, mais surtout, Tupac, il a signé un contrat avec Death Row. Un contrat qui l'engage pour 3 albums et 3,5 millions de dollars. 3,5 millions qu'il doit rembourser, parce que ce n'est qu'une avance. Donc, il a intérêt à ce que son album marche. Parce qu'en plus, vous connaissez les pratiques de Suge. Tout le monde connaît les pratiques de Suge. Il a juste pas le droit à l'erreur. On est le 13 février 1996 et All Eyes on Me sort. C'est un énorme succès. Bon, on enchaîne les bonnes nouvelles et la personne qui devrait être contente dans tout ça, c'est Suge, parce que non seulement il a signé Tupac, mais en plus il a visé juste en signant Tupac. Sauf que tout ça, ça ne va pas durer. Suge et Tupac se rendent à un match de boxe à Las Vegas. À la sortie du match, un associé de Suge qui les accompagnait signale à Tupac la présence d'un autre homme, Orlando Anderson, un rival ayant précédemment agressé l'un des leurs. Tupac se jette alors sur lui. Est-ce que Suge l'a aidé ? C'est pas très clair. Toujours est-il que les deux hommes sont ensuite partis du lieu de l'agression pour se rendre à l'hôtel. Les deux hommes se changent et embarquent dans une BMW noire, destination le club 662, pour donner un concert caritatif visant à collecter des fonds pour protéger les enfants de la violence. Destination qu'ils n'atteindront jamais, puisqu'une Cadillac blanche s'arrêtera à leur niveau et tirera, touchant mortellement Tupac qui décédera le 13 septembre 1996 des suites des blessures par balles. Suge, lui, n'est touché que par des éclats de balles à la tête, mais il s'en sortira sans trop de problèmes. Il affirme cependant n'avoir aucune information sur qui peut être le tireur, il n'a rien vu. Évidemment, ça alimentera les théories selon laquelle c'est lui qui aurait commandité l'assassinat de Tupac. Ça a même été repris dans un film. Mais là, à ce moment-là, il y a un tournant dans l'histoire du rap et dans l'histoire de Death Row. Déjà, la mort de Tupac ébranle aussi bien la côte ouest que la côte est. Et tout le monde commence à se poser la question de est-ce qu'on n'est pas allé un peu loin ? En 97, Diddy et Snoop Dogg se rendent donc ensemble à une interview. All that East Coast, West Coast stuff is a bunch of media hype. Si c'est plutôt positif pour le rap et pour la sécurité des rappeurs, du côté de Death Row et de Suge, c'est beaucoup moins positif. C'est la descente aux enfers. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'avant le meurtre de Tupac, Dr. Dre, l'un des fondateurs du label, l'a quitté pour monter sa propre structure. Et ça met un coup au label, qui en fait, après All Eyes on Me, qui est un énorme succès, 5 millions de ventes quand même, n'a
plus jamais eu de succès commercial. Shug est envoyé en prison pour 9 ans, officiellement pour violation d'une libération conditionnelle. Mais alors, Death Row dans tout ça, c'est quand même un label qui a généré en 96 100 millions de dollars. C'est un label qui a une importance culturelle déjà à l'époque énorme. Est-ce que cette boîte, est-ce que cet empire va couler? La réponse est oui. Et là vous allez me dire, Lovie, c'est assez logique. Dr. Dre qui détenait 50% des parts s'est barré, Shug est en prison, et surtout il est ultra agressif. Et il a utilisé tout au long de l'histoire du label des tactiques violentes et répréhensibles, c'est donc comme ça que ça devait finir. Et oui, c'est vrai, mais la violence physique de Shug n'est pas la seule raison pour laquelle cet empire s'est effondré. Dans le New York Times, en 96, un journaliste écrit « Certains disent que, comme les gangsters dans les films, il faut le craindre. Il vous embrouillera si vous le croisez. » D'autres prétendent que Shug est juste un homme d'affaires brillant qui a compris que le personnage de dur à cuire fonctionne. Et quand on recoupe l'histoire, on se rend compte que ça aurait pu tourner autrement. Les intentions de Shug dans la musique étaient bonnes. En 93, dans une interview, il déclare « Ce que vous avez ici, c'est une jeune entreprise appartenant à des Noirs qui sait repérer les talents et réaliser des succès. Nous sommes 2 gars de la rue de Compton qui vont bouleverser cette industrie. » Et c'était profondément vrai. Il est parti de rien à une époque où l'Amérique est gangrénée par le racisme et il avait réellement, en s'associant à Dr. Dre, l'intention de changer les choses. Sauf qu'en voulant changer l'industrie, il est devenu comme l'industrie. Il n'a plus joué que pour lui-même et le pire c'est que tout le monde dans le label, des employés aux artistes, en a souffert. But Suge Knight controlled it all. Everything was in his name. He distributed the money, he passed it out, he gave you what he felt you should have. We got a lot of money. But it may not have been what we're supposed to have. Même si on enlève juste quelques secondes la violence, Shug ne construisait pas quelque chose de long terme. Ses fondations n'étaient pas solides. Il y a tout un article de Trapitol qui en parle très bien si vous voulez creuser le sujet. En résumé, si Shug a réussi à monter aussi haut, c'est pour tomber tout aussi bas. Malheureusement, les malheurs de Shug ne s'arrêtent pas là, et il ira jusqu'à commettre l'irréparable de lui-même en 2015 lorsqu'il tuera son ami Terry Carter et blessera grièvement Clay Sloan alors qu'il se trouvait sur le tournage d'un film en compagnie de Dre et de Ice Cube. Il sera condamné à 28 ans de prison et à l'heure où on se parle, il purge toujours sa peine. Mais dans tout ça, il y a quelqu'un qui va faire revivre Death Row. En réalité, la compagnie a été déclarée en faillite seulement en 2006, il y a eu plein de reventes, bref, je vous passe les détails, mais en 2022, Snoop Dogg a annoncé acquérir Death Row Records, le label sur lequel il a commencé finalement. Pendant ce temps, de très nombreuses rumeurs continuent de courir sur l'implication de Shug dans le meurtre de Tupac, mais aussi dans celui de Biggie, tout comme des théories courent sur l'implication de Diddy, son rival de l'Est. Il est certain que ça a changé profondément le rap. Le paysage ne serait pas le même si ces 2 stars n'étaient pas mortes. Aujourd'hui, beaucoup de questions restent sans réponse, mais peut-être que l'avenir nous en donnera. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.